Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 3 du programme de microbiologie spéciale intitulé Bacilles gram-positifs sporulés. Dans ce chapitre, deux genres bactériens vont être traités, le genre Bacillus et le genre Clostridium. Ces deux genres appartiennent à la famille des Bacillacées, ordre des Bacillales, classe des Bacilli et embranchement des Firmicutes. Dans cette vidéo, nous allons traiter uniquement le genre Bacillus. La famille des Bacillacées comprend des bacilles sporulés, mobiles ou immobiles, à coloration gram-positif. Le genre Bacillus comprend des bacilles à coloration gram-positif. Ces bacilles sont assez volumineux. C'est des bactéries capables de produire des spores, leur permettant notamment de résister au traitement thermique. Ce sont des bacilles parfois capsulés, mobiles, à l'exception de Bacillus anthracis, qui est immobile, aérobie ou aéro-anaérobie. Le plus souvent, catalase positive, mais donnant une réponse variable vis-à-vis du test de l'oxydase. En ce qui concerne la coloration de Gram, il est à noter que cette dernière n'est positive que dans les très jeunes cultures. La classification la plus utilisée du genre Bacillus se fonde sur la forme de la spore et en distingue trois groupes. Le groupe 1 est composé de bacilles à spores ovalaires ou arrondies non déformantes. C'est à ce groupe-là qu'appartient l'espèce Bacillus anthracis. Deuxième groupe, les bacilles à spores ovalaires déformantes. Et enfin, le troisième groupe comprend des bacilles à spores rondes déformantes. Les espèces du genre Bacillus sont des bactéries ubiquitaires, car leurs spores leur confèrent une grande résistance. On peut les trouver dans les sols. Les sols constituent le principal réservoir. On peut les trouver également dans l'eau, notamment l'eau de mer ou bien l'eau douce, ou sur les plantes. On les trouve également dans les aliments et même dans les produits stérilisés, alimentaires ou médicamenteux. Bacillus anthracis est l'une des principales espèces du genre Bacillus. D'ailleurs, c'est l'espèce la plus pathogène. Elle est à l'origine du charbon, maladie appelée également anthrax, touchant essentiellement les herbivores domestiques, bovins, caprins, ovins, chevaux et également les herbivores sauvages ainsi que certains oiseaux. L'homme, par contre, ne se contamine que accidentellement. Une autre espèce ayant une importance en médecine vétérinaire et humaine appartenant au genre Bacillus est l'espèce Bacillus cereus. Cette bactérie est à l'origine d'intoxications alimentaires chez l'homme, tandis que chez l'animal, ce sont beaucoup plus les avortements et les mammites qui dominent. Les avortements se produisent chez les ovins et chez les bovins, et la bactérie peut être isolée à partir du placenta, du contenu stomacal ou éventuellement des organes du fœtus. Concernant les mammites, à Bacillus cereus, sont souvent observés suite à l'introduction dans la mamelle de médicaments contaminés par des spores de Bacillus cereus. Et on les observe souvent chez les ruminants. Ces mammites sont de gravité variable, pouvant aller jusqu'à une mammite gangréneuse mortelle. Mais fréquemment, on observe des fibroses à l'origine d'une diminution persistante de la production lactée. On observe éventuellement une production ou une émission de lait de coloration caractéristique, comme vous pouvez le voir sur cette photographie.
En plus de ces deux dernières espèces, il existe également d'autres espèces appartenant toujours au genre Bacillus, telles que l'espèce entomopathogène Bacillus thuringiensis. Cette bactérie produit une protéine durant la sporulation qui est utilisée comme insecticide. D'ailleurs, elle est utilisée pour la lutte biologique contre les insectes, notamment les moustiques et les larves de moustiques. Cette bactérie, sous forme de spore, est répandue à la surface de l'eau stagnante pour détruire les larves de moustiques. Une autre espèce est également très importante dans le domaine de biotechnologie est Bacillus subtilis. Cette bactérie peut être à l'origine d'intoxication alimentaire, mais aussi c'est une source d'enzymes utiles en biotechnologie et d'antibiotiques, notamment la bacitracine. La dernière espèce que je tiens à citer est Bacillus polymixa. Cette bactérie élabore également un antibiotique appelé la polymyxine. Dans cette vidéo, nous allons s'intéresser surtout à une espèce très importante, l'espèce la plus pathogène du genre Bacillus est Bacillus anthracis. Bacillus anthracis est à l'origine de la maladie du charbon, anthrax en anglais, appelée également fièvre charbonneuse. C'est une anthropozoonose, c'est-à-dire commune aux animaux et à l'homme. Cette bactérie a été également utilisée comme arme biologique potentielle depuis la Seconde Guerre mondiale et particulièrement médiatisée à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux USA. Bien avant cela, la maladie existait depuis l'Antiquité et considérée comme la 5e et 6e des 10 plaies d'Égypte. En 1780, Chabert a décrit la maladie animale et a insisté surtout sur la coloration noirâtre des organes des animaux charbonneux, ainsi qu'à l'exsudation du sang noirâtre, comme vous pouvez le voir sur les deux photographies. En 1876, et avec des moyens de fortune, Koch a réussi la culture de l'agent du charbon. Il a constaté la formation des spores thermorésistantes qui pouvaient rester vivantes dans le sol et devenir une source persistante de charbon pour les herbivores. Il a montré aussi qu'après 8 alternances de sporulation et de germination, l'inoculation in vitro de petites quantités de culture de Bacillus anthracis à des souris continuait à déclencher le charbon chez ces animaux de laboratoire. Comme incident important à retenir dans l'histoire du charbon, Robert Koch a formulé les postulats qui portent son nom et qui sont nécessaires pour qu'on puisse établir la relation de cause à effet entre un micro-organisme et une maladie. En 1878, et pour affirmer que Bacillus anthracis était l'agent du charbon, Koch a élaboré 4 règles. Pour rattacher un micro-organisme spécifique à une maladie infectieuse, il faudrait que ce micro-organisme soit retrouvé chez tous les organismes malades et absent chez les organismes sains. Ce micro-organisme doit pouvoir être isolé en culture pure, c'est-à-dire ne contenant que ce seul microbe. Le 3e postulat est le suivant. Ce micro-organisme cultivé doit déclencher la même maladie lorsqu'il est inoculé à un animal de laboratoire sensible. Et enfin, de nouveau, ce micro-organisme doit être isolé de l'animal du laboratoire et identifié comme étant responsable de la maladie et identique à l'agent infectieux original.
À l'époque où le charbon était un véritable problème en santé animale et aux conséquences économiques non négligeables, il a été proposé à Pasteur et ses assistants de faire une épreuve publique dans des conditions naturelles à Pouilly-le-Fort du 5 mai au 2 juin 1881. Pendant cette période, une vingtaine de moutons, quelques vaches et une chèvre ont été vaccinés et ensuite inoculés du charbon en même temps que d'autres animaux témoins. La réussite de cette expérience a eu des échos internationaux et depuis le mot vaccin a été adopté. Bacillus anthracis est une bactérie de forme bacillaire. Elle se présente sous forme de bacille épais, à bout carré, immobile, capsulé et à coloration gram-positif. Bacillus anthracis est une bactérie sporulente et qui présente une spore ovalaire à position centrale et non déformante. De ce fait, elle appartient au premier groupe du genre Bacillus. Néanmoins, la spore n'est pas toujours perceptible en microscopie, car la sporulation n'est effective que dans des conditions particulières, de carence nutritive et en présence d'oxygène. Bacillus anthracis peut se présenter sous forme isolée ou en courte chaîne lorsque l'examen microscopique est effectué directement à partir des produits pathologiques. En culture, il forme fréquemment des chaînes plus longues ressemblant à des tiges de bambou. Bacillus anthracis est une bactérie aéro-anaérobie et se développe en 18 à 24 heures sur milieu gélosé ordinaire. Donc c'est une bactérie non exigeante. Incubée à 37 degrés Celsius sous atmosphère normale, Bacillus anthracis donne des grosses colonies pouvant aller jusqu'à 5 mm de diamètre, rugueuses, blanches à grises et d'aspect en tête de méduse, comme vous pouvez le voir sur les deux photographies. Sur un milieu enrichi en sérum ou en bicarbonate et en présence de 5 à 10% du dioxyde de carbone, les colonies s'enlissent du fait de la synthèse de la capsule. Bacillus anthracis ne produit pas d'hémolyse sur gélososome en 24 heures d'incubation. Cependant, une légère zone d'hémolyse bêta peut être visible si on prolonge l'incubation. Le phénomène de sporulation de Bacillus anthracis nécessite une température comprise entre 15 et 42 degrés Celsius, une atmosphère humide et surtout la présence de l'oxygène. D'ailleurs, contrairement au Clostridium, le phénomène de sporulation chez Bacillus n'est pas inhibé par l'oxygène, ce qui conduit d'ailleurs à interdire d'une manière formelle l'autopsie des animaux morts de charbon, sauf dans des locaux bien équipés dont on peut par la suite lutter contre les spores. Il est normalement nécessaire d'obturer les orifices naturels des cadavres, comme vous le voyez sur cette photographie, afin d'éviter l'exposition des bacilles à l'oxygène de l'air et par conséquent la sporulation et la dissémination des spores dans l'environnement. Dans le cas où il y a absence d'ouverture du cadavre, les germes de putréfaction provoquent une anaérobiose, inhibant toute sporulation et conduisant à la mort des bactéries. Ainsi, expérimentalement, il n'est plus possible d'isoler Bacillus anthracis d'un cadavre 5 jours après la mort. Sachant que les spores de Bacillus anthracis sont doués d'une remarquable thermorésistance, plusieurs procédés physiques et chimiques sont utilisables pour détruire les spores de Bacillus anthracis. Pour la chaleur sèche,
il faut 3 heures à 120 jusqu'à 140 degrés Celsius pour tuer les spores de Bacillus anthracis. Par contre, si on utilise la chaleur humide, c'est-à-dire l'autoclavage, il est préconisé d'utiliser une température de 121 ou de 120 pendant 10 à 15 minutes. Pour ce qui est des procédés chimiques, le formol peut détruire les spores de Bacillus anthracis lorsqu'il est utilisé à 5% pendant 4 heures. Le glutaraldéhyde à 2% suffit pour tuer Bacillus anthracis lorsqu'il est appliqué pendant 2 heures. L'eau oxygénée à 3%, par contre, est utilisée pour détruire les spores de Bacillus anthracis lorsqu'il est appliqué pendant 1 heure. Enfin, l'acide paraacitique à 0,6% est utilisé pendant 1 heure également pour détruire les spores de Bacillus anthracis. La virulence de Bacillus anthracis est liée surtout à sa capacité d'élaborer une toxine à 3 facteurs agissant en synergie. Le facteur 1, appelé EF, en anglais œdéma factor, ou bien facteur œdématogène, le facteur 2 qui est immunogène et le facteur 3 LF, lethal factor, ou bien facteur létal en français. Donc, ces toxines charbonneuses agissant à la phase initiale de l'infection en inhibant la réponse immunitaire innée au site de l'inoculation, ce qui facilite par la suite la multiplication et la dissémination de Bacillus anthracis. Les toxines sont également à l'origine du choc vasculaire et des hémorragies multiples. Outre la toxine charbonneuse, la capsule joue également un rôle important dans la virulence de Bacillus anthracis et permet à la bactérie de résister à la phagocytose et faciliter la dissémination sanguine de Bacillus anthracis sous sa forme végétative. Enfin, en plus de la toxine et de la capsule, un autre facteur de virulence a été également identifié, c'est l'antigène somatique polysaccharidique et qui est responsable d'une réaction de précipitation en présence d'anticorps spécifiques en laboratoire. Réaction d'Ascoli qui est utilisée dans le cadre de diagnostic de Bacillus anthracis. Concernant les caractères biochimiques de Bacillus anthracis, ce bacille est protéolytique. Il liquéfie la gélatine, mais ne possède pas d'uréase. Il fermente certains sucres tels que le glucose et produit de l'acétouine, c'est-à-dire réaction VP positive. Bacillus anthracis est à l'origine du charbon. Cette anthropozoonose touche essentiellement les herbivores domestiques ou sauvages, certains oiseaux et l'homme. Cependant, l'homme se contamine accidentellement, surtout par la voie cutanée. C'est la voie la plus fréquente lors de manipulation de carcasses d'animaux morts de charbon ou d'animaux malades. Il peut aussi se contaminer par injection, notamment chez les toxicomanes à l'héroïne. La lésion est souvent unique, siégeant sur les zones exposées, bras, mains, visage, cou, pieds, et au site de l'inoculation se forme une papule entourée de vésicules, après une escarre noirâtre sous forme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la maladie a été nommée le charbon. Une autre voie, moins fréquemment observée, est la voie digestive. Cette voie a été impliquée dans l'infection lors de consommation de viande contaminée par des spores de Bacillus anthracis. Dans cette forme, on assiste fréquemment à des lésions ulcératives du tube digestif qui deviennent hémorragiques, souvent à l'origine d'émissions de sels sanglantes. Une dernière voie a été également impliquée dans l'anthrax,
Cette voie est heureusement beaucoup plus rare que les deux précédentes voies et la voie pulmonaire. Elle est à l'origine de formes graves d'anthrax, pouvant entraîner une mortalité de l'ordre de 90% en absence de traitement précoce. Cette forme a été ou bien est observée suite à l'inhalation des spores lors de manipulation de laine ou de cuir contaminés par des spores de Bacillus anthracis. C'est cette dernière fois qui a été visée lors des attaques d'anthrax en 2001 aux USA par le biais de lettres contenant des spores, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. La dose létale capable de tuer 50% des individus exposés, c'est-à-dire la DL50, est estimée de 5000 à 8000 spores. Le charbon occasionne chez les animaux une infection septicémique rapidement mortelle avec œdème hémorragique des muqueuses et exsudation du sang noir par les orifices naturels. Les lésions pratiquement identiques chez toutes les espèces sont caractéristiques. Présence de sang noirâtre, épais et incoagulable. Splénomégalie importante avec une pulpe de consistance boueuse, comme vous pouvez le voir sur cette photographie. Présence éventuellement d'hémorragie vésicale et rénale, de congestion et parfois d'hémorragie intestinale, comme vous pouvez également le voir sur cette photographie. Présence éventuellement chez les animaux charbonneux de tumeurs internes ou externes. Après la mort de l'animal, la forme végétative de Bacillus anthracis, c'est-à-dire les bacilles de Bacillus anthracis, sont libérés à l'air libre via les fluides corporels ou les carcasses ouvertes. La sporulation, favorisée surtout par l'exposition de ces bacilles à l'oxygène, se déclenche. D'ailleurs, c'est la spore qui pénètre dans l'organisme, soit en traversant la peau ou les muqueuses lésées pour la forme cutanée chez l'homme, ou par ingestion ou inhalation chez l'homme ou les animaux. Les spores donnent naissance aux formes végétatives et dans la forme cutanée chez l'homme, une réaction inflammatoire avec nécrose et thrombose vasculaire se développe et souvent suffit pour contrôler l'infection. Dans les formes plus graves, c'est-à-dire la forme digestive et la forme pulmonaire, se succède un envahissement ganglionnaire et une dissémination éventuellement par voie sanguine et par conséquence propagation dans tous les tissus. Tandis que la toxine charbonneuse, libérée en grande quantité, occasionne un choc toxique souvent mortel. À la lecture de cette carte géographique, il ressort que la fièvre charbonneuse chez les animaux sévit surtout aux Indes, en Afrique, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Le diagnostic bactériologique de la fièvre charbonneuse se fait par isolement et identification de Bacillus anthracis à partir de prélèvements cliniques, de sang, c'est-à-dire une hémoculture, de sérosité des vésicules ou du pus lors de la forme cutanée, du liquide céphalorachidien lors de méningite charbonneuse, de biopsie ganglionnaire, d'expectoration, de selles, d'organes, notamment la rate, ainsi que du lait. Mais les prélèvements de choix restent le sang, la rate, ainsi que le lait. Dans des prélèvements plurimicrobiens tels que les expectorations dans la forme pulmonaire ou bien les selles pour la forme digestive, la recherche est difficile de Bacillus anthracis. Néanmoins, il est recommandé de chauffer à 80 degrés Celsius pour provoquer la sporulation de Bacillus anthracis et éliminer la flore associée. Comme je viens de le dire, des prélèvements d'organes sont également recommandés. Et qu'en prélèvement de choix, nous avons précisé que la rate est un prélèvement de choix. Donc, il est à noter que les prélèvements post-mortem sont possibles, car Bacillus anthracis provoque une hypocoagulabilité du sang. Mais tout de même, il ne faut pas oublier qu'il est pratiquement
impossible d'isoler la bactérie sur des cadavres 5 jours après la mort. Pour ce qui est de l'identification, elle est facilitée par les caractères morphologiques, culturaux ainsi que biochimiques. Mais rappelons qu'il s'agit ici d'un pathogène de classe 3, donc la culture ne se réalise que dans des laboratoires spécialisés. Tout de même, il faut préciser que cette dernière, c'est-à-dire la culture, est facile et réalisable sur des milieux ordinaires ou même des milieux usuels tels que la gélose au sang. Une autre méthode de diagnostic est l'inoculation aux animaux de laboratoire. Ces méthodes permettent d'affirmer le diagnostic de Bacillus anthracis. Et d'ailleurs, les souches virulentes de Bacillus anthracis, même à faible concentration, tuent le cobaye ou la souris en 24 à 48 heures. Toujours dans le cadre de diagnostic, la classique réaction d'Ascoli, qui est une réaction de précipitation entre antigène polysaccharidique de la souche à tester et un sérum anticharbonneux, est peu sensible mais assez spécifique. Enfin, pour ce qui est du sérodiagnostic, il est possible, mais il n'est utile que pour vérifier l'efficacité de la vaccination chez les animaux vaccinés. Il n'est pas utilisé dans le cadre de diagnostic de la fièvre charbonneuse. In vitro, Bacillus anthracis est sensible aux pénicillines, mais il faut faire attention à l'utilisation de ces antibiotiques, car il existe des souches de Bacillus anthracis productrices de bêta-lactamase. De toutes les manières, il est recommandé de pratiquer un antibiogramme avant d'instaurer le traitement. La prophylaxie de la maladie animale repose en premier lieu sur le respect et l'application des mesures de prophylaxie sanitaire. Dans le cas d'un animal charbonneux, malade ou mort dans une exploitation, il est probable que le sol soit contaminé. Les spores ainsi formés peuvent rester viables pendant des décennies et les animaux pâturant dans ces zones-là, dits champs maudits, s'infectent et perpétuent la chaîne de l'infection. C'est pour cela qu'il faut brûler les carcasses des animaux morts de charbon ou les enterrer profondément sous chaux vif tout en obturant les orifices naturels. Pour éviter une éventuelle sporulation, autoclaver les produits contaminés avec bien sûr chaleur humide, 121 ou 120 degrés Celsius pendant 10 minutes. Éventuellement manipuler les produits des animaux potentiellement infectés par des gants, des visières et des blouses de protection. Pour ce qui est de la prophylaxie médicale, la vaccination a été mise au point, comme nous l'avons déjà évoqué, pour la première fois en 1881 par Pasteur lors de l'expérience de Puy-Lillefort. Malgré les résultats spectaculaires à l'époque, il faut préciser que même si les animaux ont été immunisés à l'époque, l'efficacité de la vaccination est variable. Souvent, la protection n'est pas complète, ni même de longue durée. Éventuellement, la vaccination peut être appliquée chez les personnes exposées au charbon. Je préfère terminer ce cours par une citation de Albert Camus qui dit « En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. » Donc j'espère que ces mots vont vous motiver pour les examens et je vous souhaite du bon courage et une bonne chance.